Le futur désigne d'abord l'état de ce qui va être, l'état de ce qui n'est pas encore, de ce qui advient mais n'est pas actuel. Il n'est donc pas une réalité puisqu'il n'existe pas en acte, mais simplement comme puissance ou comme possibilité. Le futur désigne donc aussi, et peut-être surtout, une projection, une représentation depuis le présent, depuis l'être, de ce qui pourrait être. De ce point de vue, le futur est d'abord une représentation mentale, une construction imaginaire qu'une conscience envisage comme anticipation de ce qui va être. Ainsi, le futur semble bien d'abord être un objet de la pensée, et même n'être que cela. Le futur, en effet, n'a pas de réalité objective, c'est-à-dire indépendante du sujet, puisqu'il désigne précisément ce qui n'est pas actuel, mais seulement une signification subjective comme projection d'une conscience vers l'avenir. Nous ne pourrions donc rien faire d'autre avec le futur que le penser. Il ne serait en propre qu'un contenu de notre conscience et qu'un mode de projection de cette conscience dans le temps. Néanmoins, si le futur n'est apparemment qu'une construction subjective imaginaire, l'idée que nous nous faisons du futur est déterminante dans la conduite de notre existence et de nos actions. Autrement dit, cette idée n'est pas simplement un fantasme de la conscience, parmi d'autres, une représentation imaginaire sans autre fondement que notre subjectivité, mais déterminante dans l'ordre de l'action et dans l'ordre de nos raisonnements. Notre pensée est pensée du futur, mais aussi, dans une large mesure, penser pour le futur. Nous anticipons la journée du lendemain pour régler notre réveil le soir venu, et nous nous projetons des semaines à l'avance pour convenir d'un rendez-vous. Nous formulons des projets, des destinations et réglons nos actions présentes en fonction de ce futur proche ou lointain vers lequel nous voulons tendre. Dans le champ politique, nous militons et votons pour des programmes qui n'ont de sens que comme anticipation et organisation de ce qui va être. Notre rapport au futur est donc paradoxal, puisque si nous admettons aisément qu'il ne peut être qu'une représentation imaginaire, qu'une projection subjective, et non pas un contenu objectif et positivement connu, nous organisons pourtant notre existence au futur et, en tant que conscience, nous pensons sans arrêt à ce qui va être, à l'avenir. Mais peut-on penser le futur ? Une telle question ne doit pas être mécomprise. Il ne s'agit pas de se demander si, en tant que conscience, nous pouvons imaginer ce qui va être, mais plutôt si cette représentation peut avoir quelque validité, quelque assise, et justement dépasser le simple statut de fantasme. Autrement dit, se demander si on peut penser le futur, ce n'est pas se demander s'il nous est possible de formuler une idée, un rêve, et de croire qu'il sera, mais plus profondément, c'est se demander si cette idée de futur est capable d'anticiper effectivement ce qui sera. Une conscience peut-elle estimer, légitimement, que ce qu'elle croit anticiper de l'avenir, que ce qu'elle imagine du lendemain, n'est pas un simple fantasme sans fondement objectif, mais qu'il existe dans la donnée présente, dans l'expérience actuelle, quelque chose que cette conscience pourrait utiliser pour synthétiser une idée du futur objectivement fondée. Il ne faut donc, pour y réfléchir, dépasser l'évidence du caractère logiquement inconnaissable de l'avenir, en ce que l'avenir est, par définition, un non-être. Il n'est pas encore. Bien sûr que le futur n'est pas un objet comme les autres de savoir, et il ne s'agit pas ici de se demander si la conscience possède un hypothétique pouvoir de prescience du lendemain. Ce qui importe, ici, est de rendre compte de l'intérêt existentiel, éthique et politique d'une pensée du futur qui ne serait pas simplement une idée fantasmatique comme les autres, située sur le même plan, par exemple, que la rêverie ou que la fiction, mais bien la pensée d'une réalité qui, si elle n'est pas encore advenue, peut légitimement être considérée comme à être, comme possibilité objective. Pour résoudre cette difficulté, nous partirons d'abord du constat qu'une telle pensée du futur est condition même de notre existence et de notre action dans le monde. Sans elle, c'est la pensée elle-même qui n'est pas possible. Ensuite, nous définirons les difficultés, peut-être indépassables, d'une pensée du futur qui voudrait ne pas être seulement une fantasmagorie. Enfin,
Nous chercherons à comprendre l'importance de penser le futur dans l'ordre éthique et politique. La question de savoir s'il est possible de penser le futur implique déjà de savoir s'il est possible de penser le temps en général. De fait, la définition objective de ce qu'est le temps n'est pas évidente et se heurte même au paradoxe classique du caractère évanescent du temps quand on essaye de le penser. Les remarques célèbres d'Augustin au livre 11 des Confessions sur le non-être du passé, du présent et du futur, quand la raison cherche à les qualifier, témoignent de ce que le temps apparaît en soi comme impensable si l'on désigne par la pensée la faculté d'une conscience raisonnable de produire un raisonnement fondé. Ainsi, si je fais bien l'épreuve affective du temps, si je me sens dans le temps, la question de savoir ce qu'est le temps échappe visiblement à mon pouvoir de connaître. S'il s'agit donc de se demander si le futur, comme mode du temps, est pensable en lui-même, définissable objectivement, nous pourrions simplement reconduire un raisonnement général sur l'impossibilité théorique d'une pensée du temps en général. Mais, comme le dit justement Augustin au livre 11, si le passé, le présent et le futur semblent se dissoudre comme réalité quand une raison cherche à les penser, nous faisons néanmoins l'expérience en nous de la présence de ces trois idées. Je cite saint Augustin. « Or, ce qui devient évident et clair, c'est que le futur et le passé ne sont point, et rigoureusement, on ne saurait admettre ces trois temps, passé, présent et futur. Mais peut-être dira-t-on avec vérité, il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir. Car ce triple mode de présence existe dans l'esprit. Je ne le vois pas ailleurs. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'attention actuelle. Et le présent de l'avenir, c'est son attente. Face donc à l'évidence du non-être du futur et du passé, Augustin propose de considérer le présent du passé, le présent du présent et le présent de l'avenir, et déplace donc ici en tout cas la question du temps, de son essence, du côté de la définition d'un mode d'être du temps en nous. Si en tant que tel, passé, présent et avenir sont impossibles à définir, nous pouvons néanmoins nous pencher donc sur notre rapport au temps. Il n'est donc pas question ici de penser l'essence du temps, sa définition profonde, objective, mais plutôt de réfléchir à la place de l'idée de futur dans notre manière consciente de nous situer par rapport au temps. Augustin dit du futur qu'il est présent à notre esprit sous la forme de l'attente. Le sujet est conscient dans la mesure où non seulement il se saisit du monde et de lui-même, il en prend connaissance, mais aussi en ce qu'il se projette dans le monde. Une telle projection de la conscience vers ce qu'elle n'est pas est ce qui caractérise l'existence comme mode d'être spécifique du sujet. Le sujet existe au sens où l'existence désigne la faculté de se sentir être et de vouloir sortir de cette disposition de l'être pour devenir autre chose. Mais pourquoi peut-on dire du sujet qu'il existe et quel rapport une telle existence peut-elle avoir avec la question du futur ? Le sujet est une conscience capable de s'auto-saisir par réflexivité, c'est-à-dire de savoir qu'elle est. Or, un tel auto-saisissement implique un rapport à la fois d'identité, je suis la pensée dont je me saisis maintenant, et de différence. Je ne me saisis de moi-même que comme objet de ma propre pensée. Il y a donc pour le sujet toujours un écart entre ce qu'il est et ce dont il prend conscience réflexivement, puisque l'acte réflexif lui-même implique un changement, une altération de ce qu'il est. De ce point de vue, si le sujet prend conscience de lui-même, c'est toujours à travers une conscience du temps. C'est parce que je m'auto-saisis réflexivement comme conscience dans le temps que je reconnais ou que je constitue mon identité et que je m'identifie comme sujet. Ainsi, je ne peux prendre conscience de ma pensée qu'à travers le déroulement de cette pensée dans le temps. C'est pensant
que je m'éprouve comme sujet, puisque mon identité, c'est-à-dire l'idée d'un support commun à mes différentes pensées dans le temps, n'existe que relativement à la mobilité induite par l'expérience du temps. Tout change, mais moi je reste. De ce point de vue, nous pourrions croire qu'une conscience est d'abord conscience présente, puisque mon identité apparaît comme ce qui reste et ce qui est, alors que tout change. Toutefois, une telle identité éprouvée au présent est impossible. À partir du moment où je suis conscient, je deviens précisément conscient du passage de mes pensées, et mon expérience temporelle n'est donc fondamentalement pas celle du présent, c'est-à-dire expérience de ce qui est, mais justement saisissement de ce qui n'est plus, ou bien de ce qui n'est pas encore. Ainsi, paradoxalement, l'identité du sujet ne s'éprouve pas dans le présent de l'être, je suis ce qui est exactement maintenant, sans quoi une telle identité serait justement toujours rapportée à un presque néant. Ce exactement maintenant n'est finalement presque rien. Au contraire, une telle identité est tout entière tournée vers l'idée du passé ou l'idée du futur. C'est en saisissant ce que je fus et en projetant ce que je veux être que je constitue mon identité. Ce « je veux être » est justement ce qui constitue pour Sartre le fond même du « pour soi », c'est-à-dire ce qui a pour mode l'existence. Dans l'être et le néant, il écrit « Il n'est pas un moment de ma conscience qui ne soit défini par un rapport interne à un futur, que j'écrive, que je fume, que je boive. Le sens de mes consciences est toujours à distance, là-bas, dehors. J'existe ainsi comme projet, c'est-à-dire que je me vise au lieu d'être simplement. Je ne suis pas autre chose que la possibilité que je vise pour moi-même. J'ai à être mon être, comme le dit Sartre. Si nous définissons donc le futur comme cette idée que j'ai en moi de ce qui sera, c'est-à-dire comme l'anticipation de ce qui va advenir et vers quoi je tends, alors non seulement nous pouvons, en tant que conscience, penser le futur, mais, plus encore, nous ne sommes que cette pensée. Ainsi, penser, c'est précisément élaborer l'idée de ce qui sera. Quand je raisonne, j'articule ainsi mes idées selon une logique temporelle qui vise la fin du raisonnement, anticipée comme réponse. Mes délibérations, mes procédures, mes actions ne prennent sens que parce que je les pense au futur, je pense leur futur. La nature même de la pensée consciente serait de penser le futur comme visée de ce qui est pensé, et dépensant l'impossibilité logique d'une connaissance de ce qui va être, penser le futur signifierait, en propre, penser. Toutefois, ne risque-t-on pas ici de confondre le futur et la possibilité? N'est-ce pas une erreur que de dire que l'on peut penser le futur parce que nous constatons que la conscience se manifeste dans une pensée du possible? En fait, le possible et le futur se distinguent radicalement, voire s'opposent. En effet, nous désignons par possible ce qui pourrait être, et par futur ce qui sera. De ce point de vue, la pensée sartrienne de la vocation du pour soi au futur n'est-elle pas moins une considération sur le futur que sur la possibilité ou la potentialité? Or, le futur désigne-t-il la simple potentialité, ou est-il le nom donné à l'être tel qu'il n'est pas encore, mais sera assurément? Se demander si l'on peut penser le futur, ce n'est donc pas simplement se demander s'il est possible, pour une conscience, de se projeter dans la possibilité de ce qui va être, mais bien se demander si cette projection peut dépasser la simple possibilité pour confiner à la prédiction, à l'anticipation réelle de ce qui sera. Si toute conscience est conscience du possible et conscience dans le possible, cela ne signifie pas que le futur en soi est pensable, au sens où la possibilité pourrait être convertie en certitude. Je peux me projeter par la délibération, par exemple, pour agir ensuite. Cela ne signifie pas nécessairement que ce que j'imaginais va être effectivement. Au contraire, nous faisons très régulièrement l'expérience de la surprise, c'est-à-dire de la discordance entre ce que nous projetions et ce qui arrive effectivement. Penser le futur au sens plein du terme, cela signifierait donc être capable de penser ce qui n'est pas encore,
mais qui va être. Or, une telle pensée qui ferait de ce qui va être un objet ne pourrait opérer autrement qu'en rabattant le futur sur la connaissance présente. Pour penser ce qui va être, je ne fais pas autre chose que déduire de l'être que je constate, que je connais, l'être futur. Nous pourrions donc considérer qu'une pensée qui aurait pour objet manifeste le futur ne ferait en fait que penser l'actuel sous un mode différent. Penser le futur ne voudrait rien dire d'autre que penser le présent. Le fait de la surprise, comme expérience affective d'une conscience confrontée à la décoïncidence de ce qu'elle avait prévu et de ce qui arrive, trouve sa source dans le concept d'événement. L'événement est ce qui advient dans le cours du temps sur le mode du surgissement et de la pure contingence, c'est-à-dire qui échappe justement à la prévision et à l'anticipation. De ce point de vue, l'expérience événementielle déjoue une pensée qui voudrait avoir pour objet le futur. Comment pourrais-je authentiquement penser le futur quand je sais pertinemment que mes prévisions seront nécessairement déjouées? Mais nous pourrions dire qu'une telle dimension événementielle n'est que la marque d'un défaut contingent de notre pensée, et non pas l'indice d'une impossibilité essentielle. Le fait pur de l'événement ne rendrait pas impossible de penser le futur en ce qu'il révélerait la nature seulement possible ou probable de nos anticipations, en ce qu'il révélerait l'absurdité de toute prédiction. Mais au contraire, penser le futur deviendrait nécessaire pour rapporter l'événement à la nécessité. L'événement serait le fruit de notre méconnaissance, et c'est pourquoi il faudrait approfondir notre compréhension du monde pour rendre impossible l'événement. Dans une telle approche, l'événement n'est pas une contingence pure, mais une nécessité mécomprise. De fait, il semble possible de penser le futur comme objet positif de connaissance, dans le cadre par exemple de la science physique. Le déterminisme universel de Laplace semble se vérifier et nous pouvons effectivement prévoir à l'avance la position dans le ciel de tel astre ou prédire des milliards d'années en avance la fin certaine de telle étoile dans une supernova. Penser le futur serait donc possible et le non-être de ce qui n'est pas encore n'empêcherait pas la détermination précise de ce qui sera. Une telle manière d'appréhender le futur implique, en fait, de reconnaître que le présent porte déjà la marque du futur, qu'il en est déjà plein, puisque c'est à partir d'une étude attentive du présent que nous pourrions prédire positivement ce qui sera. Dans son cycle Fondation, publié en 1942, Isaac Asimov imagine ainsi une science qu'il nomme la psychohistoire et qui permet au scientifique Harry Seldon de prévoir 1000 ans à l'avance l'effondrement d'une civilisation à partir de l'étude condensée de grandes quantités de données historiques, sociologiques et psychologiques sur la population. La psychohistoire imagine finalement de faire jouer le principe de prédictibilité à partir de l'étude statistique notamment, dans le cadre des sciences humaines qui semblent pourtant y échapper. Une telle idée n'est possible qu'à considérer que la contingence, même dans le cas des affaires humaines, n'est qu'un effet d'optique, résultant de notre méconnaissance des déterminations, et non d'une réalité ontologique. L'événement n'existerait pas, et il serait possible de penser le futur, et non pas simplement le possible. Or, nous pouvons faire 2 remarques sur ce point. Premièrement, le déterminisme universel de Laplace a été fortement remis en cause par la science contemporaine et notamment par l'étude de l'infiniment petit par la physique quantique. Si la prédictibilité semble bien pouvoir être un critère de scientificité des théories portant sur la physique macroscopique, l'étude des particules élémentaires tend à révéler la nature probabiliste de l'infiniment petit. Sans nier le déterminisme, la théorie quantique nie la possibilité d'une prédictibilité absolue, et s'il est toujours possible qu'une telle impossibilité s'explique par l'insuffisance de la théorie, il est aussi possible qu'elle rend manifeste la nature probabiliste de la nature elle-même, du réel lui-même. Ainsi, Heisenberg introduit dans la théorie quantique le principe d'incertitude qui énonce que l'amélioration dans la précision de mesure de la position d'une particule se traduit par une moindre mesure de sa vitesse et vice-versa. Cette incertitude ne relève pas d'un déficit subjectif de l'observateur, d'une insuffisance technique par exemple, mais d'une impossibilité fondamentale et d'une détermination objective de la particule en question. Autrement dit, l'indétermination est au cœur même du comportement des particules élémentaires. Deuxièmement, et de façon plus décisive,
Considérez qu'il est possible de rendre compte de l'historicité des sociétés humaines et du devenir individuel selon les mêmes modalités que lorsqu'on étudie la matière inerte, ne relève pas d'autre chose que d'un postulat. Pour le dire autrement, nous pouvons bien imaginer qu'il serait théoriquement possible d'annihiler l'incertitude principielle du futur en appliquant sur l'existence humaine ou sur le champ sociopolitique des grilles d'analyse semblables à celles qui s'appliquent pour l'étude des phénomènes physiques. Le fait est que nous n'y parvenons pas. Autrement dit, l'événement résiste comme fait de l'histoire, que l'on se situe à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Nous n'échappons pas au principe d'incertitude dans notre expérience du temps. Sur le plan collectif, c'est justement ce principe d'incertitude où se joue la contingence événementielle qui constitue la trame de fond de l'histoire et de ses infléchissements. Ainsi, dans l'histoire des techniques, il est impossible de prédire ce que pourra être l'invention de demain, parce que cette histoire est scandée d'inventions qui sont le fruit de découvertes hasardeuses et de ce qu'on appelle la sérendipité. Le terme de progrès technique est de ce point de vue impropre à rendre compte de l'histoire des techniques, puisqu'il donne, à tort, le sentiment d'une progression linéaire et donc prédictible des techniques. Au contraire, l'imprévisibilité des circonstances est au cœur de l'invention comme moment ou événement, phénomène émergent dans le champ technique d'une société donnée. Par exemple, la pénicilline est découverte par accident par Alexander Fleming en 1928, après la pollution accidentelle d'une de ses expérimentations par une moisissure. Mais justement, l'exemple de la sérendipité, qui désigne un mode de découverte par le biais d'un événement hasardeux, est particulièrement intéressant pour préciser notre réflexion sur la possibilité ou non de penser le futur. En effet, un moyen terme est peut-être possible entre une pensée du futur qu'il envisagerait comme une pure détermination qualifiable objectivement par une connaissance assez précise des données du système présent, et une pensée du futur qui accepterait l'impossibilité absolue de toute prédiction ou anticipation et qui se vouerait à la simple possibilité et à la certitude. Ce moyen terme, la sérendipité, en est l'exemple, puisqu'il ne suffit pas que le hasard frappe pour initier la découverte ou l'innovation technique. Il faut que ce hasard s'associe à la sagacité de l'esprit qui y est confronté. La sagacité désigne la faculté, pour cet esprit, d'accueillir l'événement et d'en tirer une potentialité dormante afin de l'actualiser. Dans le champ politique, une telle réflexion est menée par Machiavel quand il fait de la phronésis la première vertu du prince. Face à la fortuna, c'est-à-dire à l'imprévisibilité fondamentale du devenir et à l'impossibilité de prévoir absolument le futur, le prince doit être prudent, au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire capable de saisir les opportunités pour agir le plus justement possible, le plus efficacement possible. Le kairos désigne chez Machiavel ce moment opportun que le prince doit être capable de saisir pour rendre son action la plus efficace possible. Or, cette phronésis ne saurait être une simple efficacité au présent, c'est-à-dire une simple habileté émergente dans l'ici et le maintenant de l'action, mais implique une compréhension fine des forces en présence et une anticipation relative de ce qui pourrait être. Le futur est donc bien l'objet de la pensée politique, mais non pas sur le mode de la connaissance théorique pure, je sais ce qui va être, ou sur celui de la contingence absolue, tout peut advenir, mais sur celui plus subtil de l'intuition du probable. Étant donné les circonstances, cela va peut-être arriver, soyons prêts, et d'une préparation au hasard. Quoi qu'il arrive, restons ouverts. Penser le futur implique donc une éthique, c'est-à-dire un questionnement sur ce qu'il convient et conviendrait de faire, selon telle ou telle circonstance. Nous avons vu au début de notre propos que la nature même d'une conscience projetée dans le temps était de se vouer au futur comme projection vers ce qui pourrait être. Et nous comprenons maintenant que cette projection n'est rien que la pensée du possible, si elle ne s'associe pas avec une pratique ou une éthique. L'enjeu de notre questionnement n'est donc pas de nier l'obscurité principielle du futur en ce qu'il rend manifeste la nature événementielle du devenir, mais plutôt de comprendre comment une pensée du futur n'est possible que comme pensée éthique, c'est-à-dire comme positionnement présent sur ce qui peut arriver demain.
Il serait trop simple de faire de l'événement une réalité temporelle si puissante qu'elle nierait en soi la possibilité de penser le futur. La réalité de l'événement ne peut, par exemple, justifier l'impréparation et le refus de penser le futur comme anticipation du problème. Par exemple, il apparaît problématique d'un point de vue éthique de se dégager de toute précaution au motif que l'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Sur le plan personnel, si j'accepte la possibilité ouverte de l'idée de futur en moi, ce n'est pas pour autant que je vais, dès à présent, dépenser l'ensemble de mes économies dans des achats inconséquents, sous le prétexte qu'il est tout à fait possible que j'hérite demain de la fortune d'un oncle inconnu. Je peux donc bien admettre l'impossibilité théorique de penser le futur comme objet de connaissance pure, ce n'est pas pour autant que j'agis comme si je n'en avais aucune intuition. Dans une autre échelle de grandeur, il peut apparaître problématique politiquement de ne pas prendre de précautions quant au devenir écologique de notre planète, en espérant qu'un saut technologique réglera ce qui nous apparaît maintenant comme une aporie indépassable. Pour le dire autrement, si nous méconnaissons une grande partie de ce qui sera, nous pouvons néanmoins anticiper, dès à présent, les conséquences futures de nos comportements et de nos actions. De ce point de vue, il faut distinguer le futur en tant qu'il est radicalement distinct du présent. Nous parlons alors de ce qui est effectivement événementiel, c'est-à-dire qui produit dans la causalité une rupture, et le futur en tant qu'il est contenu dans le présent. Une telle réflexion sur le futur que contient le présent est menée par Hans Jonas lorsqu'il cherche à lier une futurologie scientifiquement fondée et une éthique qui prendrait en compte les générations futures. Ainsi, Jonas considère que l'ordre de notre responsabilité a changé depuis que notre puissance technique a atteint un niveau tel qu'elle est capable d'affecter non seulement notre prochain, mais aussi des générations qui n'existent pas encore et dont l'existence et la vie bonne future peut être menacée par nos actes présents. À partir du moment où une guerre nucléaire pourrait déclencher la destruction de l'humanité présente, mais aussi de l'humanité à venir, l'éthique classique, fondée sur la réciprocité et la responsabilité, n'est plus suffisante, puisque nous sommes, vis-à-vis de ces générations futures, dans la position de devoir répondre de leur existence de manière unilatérale et absolue. Or, une telle éthique n'est possible qu'à fonder objectivement les conséquences durables de nos comportements présents. Autrement dit, pour qu'une éthique pour le futur soit possible, il faut d'abord penser les conséquences futures de nos décisions présentes. La science prédictive peut, de fait, évaluer, mesurer, prédire les conséquences effectives de nos modes de vie présents. Les rapports réguliers du GIEC concernant l'évolution du dérèglement climatique sont un exemple de cette futurologie imaginée par Hans Jonas et qui ne relève pas de la construction du futur comme image fantasmatique et subjective de ce qui pourrait être, mais comme évaluation objective et mesurée des conséquences futures de nos comportements. Il ne s'agit pas de nier la possibilité de l'événement. Peut-être inventera-t-on dans 5, 10, 15 ans une technologie qui réglera le problème climatique, mais de tirer du présent une pensée du futur qui, tout en acceptant ses limites, décrive le devenir de nos actions et permettent la prescription. L'intérêt de la pensée de Jonas ici est qu'elle resitue notre réflexion sur la possibilité ou non d'une pensée qui prendrait pour objet le futur. L'enjeu n'est pas tant de vérifier demain que nos prédictions étaient vraies, c'est-à-dire que nos discours présents correspondent à la réalité future, mais plutôt de réaliser que notre présence ici et maintenant produit des effets et que ces effets portent. C'est la nature même de notre action qui est en jeu ici. Agir, c'est précisément vouloir produire un effet. Et comprendre nos actions, c'est donc penser le futur des effets de nos actions. Penser le futur, ce n'est donc pas prédire, mais évaluer. Autrement dit, penser le futur, c'est se positionner dans le temps face à une réflexion sur les valeurs autant que sur les faits. Le fait est au présent ou au passé comme ce que je connais. Et s'il n'y a pas de fait pur, pour ce qui n'est pas encore, il y a néanmoins des effets prédictibles ou potentiels qui doivent être soumis à une évaluation. Une telle évaluation prend évidemment en compte l'incertitude principielle de l'avenir, et c'est le sens, par exemple, des critères du principe de précaution. Jusqu'à quel point pouvons-nous prendre ce risque ?
Jusqu'à quel point tel ou tel effet relève de la certitude, déterminisme scientifique pur, ou de la possibilité, ou de la simple hypothèse. Une telle évaluation est aussi prise en compte de l'événement. Jusqu'à quel point un événement que je ne peux prédire peut bouleverser le plan. C'est par exemple l'une des critiques formulées par Jonas concernant le traitement des déchets nucléaires par enfouissement. Comment être certain qu'une civilisation prochaine ne tombera pas par hasard sur un site d'enfouissement, par hasard mis au jour par les effets hasardeux des tremblements de terre ou autres mouvements tectoniques? Nous pouvons maintenant revenir sur ce que disait Augustin de l'idée de futur comme présence du futur en nous sous la forme de l'attente. En effet, si l'attente est effectivement un mode d'appréhension affectif du futur, nous pourrions ajouter qu'il existe un mode d'appréhension éthique qui serait le prévoir. Prévoir, cela ne signifie pas seulement voir en avance, mais aussi envisager, considérer en conscience quelque chose, évaluer pour agir. Une fois dépassé la porée d'une pensée qui voudrait absolument connaître le futur, et serait toujours confrontée à la surprise de l'événement comme surgissement dans le temps, de ce qui ne peut être ramené à l'enchaînement normal des causes et des effets, nous pouvons dire qu'il est possible de penser le futur si nous considérons que le futur ne désigne pas la réalité de demain, mais l'évaluation active des conséquences probables de nos actes d'aujourd'hui. Penser le futur est donc non seulement le mode par excellence d'une conscience qui, en tant qu'elle existe, se projette vers ce qui pourrait être et y déploie son projet, mais aussi l'activité réflexive par laquelle un sujet individuel ou une société tout entière s'emploie à délimiter avec le plus de précision possible le champ d'effectivité de ses modes de vie ou de ses actes, afin d'être le plus à même de saisir l'opportunité capable de bouleverser le devenir ou de redéfinir le cadre éthique de ses comportements présents. De ce point de vue, une pensée qui prend pour objet le futur s'ancre dans le présent et dans la présence, ici et maintenant, des potentialités ouvertes demain. Penser le futur est donc bien une éthique, au sens où l'éthique désigne la délimitation du milieu de vie présent à partir duquel j'évalue mon agir et ses résultats.